Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise d'ici qui, depuis plus de 125 ans, fabrique et distribue des outils de jardinage et de coupe, des outils à main et des solutions modulables de jardinage. La qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Bonjour tout le monde, bonjour Bertrand Dumont. Bonjour Janine Ross. J'espère que tout le monde est en forme parce qu'aujourd'hui, on va faire une visite. La visite de l'insectarium personnel. Oh mon Dieu, oui, Hein? l'insectarium personnel. On pense pas qu'on a ça dans notre cour, mais dans notre jardin, mais... Oh oui, on le sait quand on les voit. Alors vas-y. On parle donc de nos chers amis les scarabées japonais, les hannetons communs et les hannetons européens, en bref, des vers blancs. Les vers blancs pour les insectivores, c'est parfait, c'est un sujet succulent. Oui, c'est peut-être pour les insectivores, mais pas pour notre jardin, on Non. les aime beaucoup moins. Alors, les problématiques, OK? Quelles sont les plus problématiques au potager parmi tous ceux que tu as mentionnés? Bon, ben c'est le scarabée japonais. Arrête donc, toi. Oui, c'est le fameux scarabée japonais. C'est vrai. Alors, comment on le reconnaît? D'abord, on va Comment ça, on l'identifier, va là. l'identifier? Bon, c'est un gros insecte vert métallique. Il est assez beau, hein, en général, c'est assez cute, là. Et il porte des ailes bronze au reflet cuivré. Donc, c'est assez joli, mais ça s'arrête là. Pour un créateur de mode, ce serait génial. Oui, ça serait peut-être. Mais oui, ça quand serait on bien, sait ce que c'est ça fait ensuite, alors on les reconnaît comme ça par leur... Comment t'appelles ça, donc? Leur carapace. Ouais, leur carapace ou leur livrée. Leur livrée, Oui, oui, c'est ça. c'est Oui, ça. c'est une belle chose, c'est la livrée, oui. Alors, les plantes que les scarabées apprécient le plus... Ben, d'abord, ils vont dévorer le feuillage. Hein. C'est comme ça qu'on va les reconnaître. Ça va être les haricots, les piments, les poivrons et les pommes de terre. Particulièrement. Particulièrement chez les légumes, puis les amélanchiers, les pommiers et les pruniers chez les fruitiers. Bon, alors scarabée japonais, on ne parle plus de toi pour l'instant, on passe à ton cousin, le hanneton commun. Alors, c'est un gros insecte de couleur ocre. Lui, il est brun ocre, là. Orque. Il ne l'aime pas du tout. Hein. Non. Et quelle plante? Lui, Alors, là, quelle plante est il mange les privilégiée? feuilles, des betteraves, du maïs, des haricots, des pommes de terre, du côté des légumes, et des fraisiers, des pommiers, du côté des fruitiers. Mais on a vu pire, on a vu plus vorace. Quand ils sont dans les haricots, là, je vais te dire, ils sont voraces. Tu le sais aussi bien que moi. Il faut protéger les haricots, on va en reparler, parce qu'ils peuvent te bouffer ça en 2 temps, 3 mouvements. Oh, oui, t'as tourné de dos et c'est mangé. C'est ça. Presque. Les hannetons européens, maintenant, comment vous faites la différence? Ben, c'est un là? gros insecte à carapace brune. Ce qui nous amusait beaucoup quand on était enfant, quand les lumières étaient ouvertes. Oui. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, c'est tout. Les scarabées japonais, quand tu étais plus jeune, peut-être qu'ils n'étaient pas encore là, mais Non. les hannetons communs, puis les hannetons européens, oui, ils étaient là. Puis quand tu as de la lumière dans les fenêtres, le soir, C'est ça. vient se frapper, pouf! On entend c'est ça, là. OK. Mais les européens puis les communs sont assez ressemblants. Là. Les japonais sont un peu plus design, comme toujours. Les japonais sont un peu plus design, qu'est-ce que tu veux? Et c'est vrai. C'est comme ça. Et c'est vrai. Et puis, leur plan de prédilection au hanneton européen. Ben, c'est principalement le gazon. Et on va les voir très simplement. On va savoir qu'on en a dans le gazon parce que c'est surtout les vers blancs qui vont manger quand les moufettes se mettent à aller les chercher. Quand tu dis « mon champ a été labouré par les moufettes. Ça, c'est ma cour qui a été labourée. Oui. Bon, d'accord. Alors, le scarabée du rosier, ça, c'en est un autre. Oui. Oui. Comment on le reconnaît, celui-là? Il est brun beige. Il a des lignes noires centrées sur le dessus dans le sens de la longueur. Et il s'attaque principalement aux rosiers, bien sûr, et aux arbres fruitiers. Aux rosiers et aux arbres. Alors, leur cible végétale... C'est vraiment ça, ils se disent, rosiers là... et arbres fruitiers. OK. Alors, mentalement, ils se disent « miam, miam, miam ». Voilà. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie,
le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Garant Botanica est une marque de produits spécialement conçue pour le jardinage. Cette marque comprend une ligne d'outils de jardin incluant des sécateurs, des outils à main, des sarcloirs, des fourches et bien d'autres outils, sans oublier des solutions modulables de jardinage permettant de récolter le maximum de votre espace. Découvrez les outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des insectes prédateurs? J'ai entendu ça, il me semble avoir lu ça en quelque part. Oui. Des scarabées japonais. Oui. Et ce sera présent au Québec? Oui, ils sont présents au Québec. Ce sont des mouches qui s'appellent des Histocheta aldrichi. Bon, une mouche. C'est une mouche, ce qu'on appelle aussi mouche du scarabée. Tiens donc. Et qui est, en anglais, on l'appelle mouche séduisante. Winsome fly. OK? Elle a été introduite en Amérique du Nord dans les années 1920, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Mais peux-tu m'expliquer, si c'est présent, ce prédateur-là depuis si longtemps, comment se fait-il qu'on ait tant de scarabées japonais? Sainte mère! L'affaire, c'est que le scarabée japonais, il remonte du Nord depuis des années. Là. Il est présent depuis très, très longtemps en Amérique, mais il remonte depuis des années. Il y a quelques années, il est allé buter là, jusque du côté de Sorel, en région de Sorel. Puis il a fini par passer de l'autre côté du fleuve. Mais pendant des années, à Montréal, on avait des scarabées japonais, puis à Québec, il n'y en avait pas. Okay. Et donc, le prédateur, lui, suit un petit peu en retard. Là. Il est un peu plus lent là, à se développer, donc il suit un petit peu en retard. Il faut croire que c'est pas très succulent non plus. Peut-être. Donc, ils vont pondre des œufs derrière la tête des femelles au moment de l'accouplement. Bon. Donc, c'est ça que c'est un peu plus compliqué. Il faut que les femelles soient coupées avec un mâle et à ce moment précis-là, la mouche va aller pondre ses œufs dans la tête. Okay? C'est ce qu'on appelle la mouche du coche. La mouche du coche, exactement. À un moment assez particulier. Oui. Et donc, ça va laisser une petite tache blanche très caractéristique. Hein. Donc, c'est vraiment sur le dessus. Et comment est-ce qu'on va faire pour les attirer? On va installer des ombellifères, des crucifères, des astéracées qui vont vraiment les attirer. Ces mouches-là recherchent ce type de plante-là. Et tous les mois de juillet, on va éviter d'utiliser des biopesticides. Parce que si vous mettez des biopesticides au mois de juillet pour vous débarrasser de vos scarabées japonais, ben vous allez aussi tuer les mouches. C'est pas une bonne idée. Et il faut... Plus on va multiplier les mouches, plus il va y avoir de mouches, moins il va y avoir de scarabées japonais. L'équilibre va finir par se faire. Et on laisse les femelles parasiter afin que les mouches puissent proliférer. C'est-à-dire que si vous faites du ramassage, vous voyez une avec un petit bruc blanc, vous la laissez en place, malheureusement. Elle va continuer à bouffer un petit peu. Parce que c'est la larve qui est laissée là par la mouche. Et donc, à ce moment-là, la mouche va se développer. Okay? Si vous ramassez toutes les scarabées japonais, oui, y compris celles avec des œufs, puis donc avec des mouches, ben vous réduisez la population de mouches du scarabée. Alors, comment on contrôle de façon peut-être mécanique ou biologique les scarabées puis les hannetons adultes? Alors, c'est difficile. OK, c'est une lutte qui est difficile, là. Dirais-tu que c'est sportif? Sportif, oui, j'aime beaucoup le mot. Donc, il y a le ramassage manuel que tu adores et donc que je fais. Parce que tu adores faire ça, c'est moi qui le fais. Il y a les fameux pièges à phéromones qui sont des substances chimiques sexuelles femelles qui attirent les mâles. Et ça fonctionne, hein? Ça fonctionne. Oui. Par contre, il faut les installer dès l'apparition des premiers insectes. Dès qu'on commence à voir un ou deux scarabées, il faut tout de suite les mettre, OK? Puis il faut faire attention parce que certains phéromones attirent les scarabées du rosier puis d'autres les scarabées japonais. Ah. Donc, il faut prendre les bons. Il faut quand même les placer à une bonne distance de l'endroit où ils sévissent. C'est-à-dire que si vous avez des haricots puis vous les mettez à 2 pieds des haricots, là, en général, ils commencent par luncher puis après ça, ils vont dans le piège. Ils vont dans le piège à phéromones. Phéromones sexuels. C'est-à-dire que
les mâles sont attirés dans ce truc-là. Ils commencent par manger, puis après ça, ils vont... Excusez-moi l'expression, ils vont voir la gueuse. Ah ben oui, bon. Ça, c'est français comme expression, pas mal, oui. Donc, il faut les mettre un petit peu plus loin, puis j'ai déjà fait expérience où j'ai sorti mon piège, je l'ai mis à une bonne distance, et tout d'un coup, j'ai vu une nuée de scarabées japonais aller là-dedans. Ils se sont tous garochés dans le trou, et après ça, ils ne peuvent plus ressortir. Il y a depuis quelques années un bioinsecticide, pas quelques années, le Bacillus thuringiensis megallaria, le BTG, qui serait efficace. Okay? On n'a pas la certitude, c'est assez nouveau, donc on n'est pas tout à fait sûr. Et je vous dirais que la solution la plus efficace, c'est le filet anti-insectes. Ah oui, vraiment. Ça, c'est vraiment le filet anti-insectes. Pas la toile géotextile, la toile anti-froid, parce que la toile anti-froid laisse passer 60 à 70 % de la lumière, alors que le filet anti-insectes en laisse passer 90 %. Donc, c'est bien meilleur. C'est plus efficace. Quand c'est pour des légumes qui ne sont pas des légumes fruits, ça va, c'est pas un problème. Mais pour ce qui est des légumes fruits, il faut faire une petite gestion. Donc, il ne faut pas complètement tout fermer. Il faut laisser un petit peu de place pour que les insectes pollinisateurs puissent rentrer. Et malheureusement aussi les scarabées, hein. Donc, c'est ça les dérange quand même. Ça les dérange quand même. Oui, c'est ça. Ils sont, surtout s'il y a d'autres choses à manger ailleurs, là, ils vont aller au plus facile, là. Mais tu sais, Bertrand, moi, je te vois avec un chapeau carotté puis des bottes de caoutchouc, comme si tu partais à la chasse. Oui, pour moi, pour Indiana Jones, si ça peut te faire plaisir, là, tu sais. Non, mais tu installes les trappes, tout ce que tu voudras, c'est presque de la chasse. C'est à peu près ça, là. On va être rendu avec un jardin Christo cette année. Il va être entièrement enveloppé avec tous les insectes qu'on a. Et là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Alors, pourquoi les vers blancs sont associés à ces insectes? Oh, ça, c'est le fin mot. Hein? Tout simplement parce que tous ces hannetons-là, ces scarabées-là, passent par le stade larvaire. Et au stade larvaire, essayez pas de les identifier. Là, c'est un peu compliqué. Là, je vous donnerai pas la manière dont on le fait. Là. Ça ressemble. Ben, c'est l'anus qu'il faut les regarder de l'insecte. Bon, fait que c'est pas tellement intéressant. Là. Donc, tout ça, ça se ressemble et tout ça, ça a le même effet. Donc, on se complique pas trop la vie. Et comment les larves s'attaquent aux plantes? Elles s'attaquent aux plantes, aux racines. Donc, les larves vont s'attaquer aux racines. Une première fois en avril et début mai. Et une deuxième fois en septembre et en octobre. Donc, des attaques en règle dans 2 vagues différentes. Deux vagues différentes, oui, parce que leur biologie, c'est qu'ils remontent en avril-mai, ils sortent, ils se remultiplient, ils pondent. Il y a des larves qui se forment en septembre-octobre, et là, elles vont s'enfoncer, les larves, dans le sol pour se protéger de l'hiver, puis elles vont remonter après. Elles vont monter en avril. Mais quand même, ils sont stratèges. On ne peut pas dire le contraire. Ah oui. Hein? Alors, comment les larves se retrouvent-elles dans le sol? On parle des larves de scarabée et de hanneton. C'est la même chose, dans le fond. Oui, tout ça, c'est ça. La ponte des œufs se fait en été. OK? Les larves, elles migrent donc à l'automne en profondeur et elles remontent au printemps et elles prennent leur envol au printemps. C'est pour ça que c'est 2 périodes où est-ce que on va avoir une partie des larves qui va être à l'automne puis au printemps, c'est à partir de ce moment-là, mais la plus grosse période, c'est le printemps, là. Au moment où les larves remontent avant de se transformer pour devenir des hannetons, des scarabées, ben c'est là que les larves sont le plus emmerdantes. Et à quelle plante elles s'attaquent, ces fameuses larves? Oh là! Alors là, on n'est pas sorti du bois, comme dirait l'autre. Dans les plantes légumières, les asperges, les carottes, les chicorées, les courges, les épinards, l'haricot, les maïs, les pois, les pommes de terre et les radis. Chez les fruitiers, à l'état de jeunes plants, hein, c'est surtout les jeunes plants. La vigne, le pêcher, le pommier, l'abricotier, les cerisiers, les pruniers, les bleuets, les framboisiers, les mûriers. Et à de très nombreuses plantes ornementales, notamment le gazon. Donc, sous forme de larves, c'est vraiment la plus problématique. Aurait-il été plus facile de nommer ce à quoi ça s'attaque pas? Quand même pas, là, mais c'est effectivement à peu près tout. Ouais. Mais c'est rare que ce soit massif à ce point-là. Dans le fond... Non, c'est tout ça, mais chez certaines personnes, c'est très massif dans les potagers. Dans les potagers. Oui, faut vraiment suivre de près parce que tout le travail qu'il y a avant, c'est ça. Il ne faut pas le ruiner. Mais non. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Comment on brise, hein? On brise leur cycle infernal, Bertrand, à ces insectes maudits. On va intervenir dans les ondes gazonnées. OK? C'est drôle à dire, mais pour régler le problème du potager, on va intervenir plus dans les zones gazonnées parce que c'est là qu'ils se réfugient. Et pourquoi pas? On n'en est pas un illogisme près Non. dans la vie, hein? La première chose, c'est qu'on va pouvoir on va semer du trèfle ou incorporer du thym. Ils vont pas aimer ça parce que ça les empêche de pondre. On va garder le gazon long et dense. Donc, un gazon de trop 4 pouces. Les gazons ras, ben, ils vont pouvoir, parce qu'ils se mettent, ils vont faire ça par l'arrière. Donc, ils se mettent sur le gazon, puis ils enfoncent là, un espèce de système qui vont mettre les œufs dans le sol. Et donc, si le gazon est trop long, ben, leur système reproductif n'est pas assez long pour le faire. Donc, ça, c'est la bonne méthode. Puis le trèfle, le bon vieux trèfle, Ben d'autrefois, comme pelouse. Oui. C'est parfait. C'est parfait. Puis le thym, on adore ça. C'est ça. Bon. Donc, on évite les engrais à haute teneur en azote parce que les herbes sont moins attrayantes, elles sont moins goûteuses pour eux autres. On réduit les arrosages pendant la période de ponte, soit de mi-juin à fin juillet. Si on réduit les arrosages, ben, le sol est plus sec, les insectes ont plus de difficultés à pondre dans le sol. Et puis, on éteint les lumières extérieures pendant la période de ponte. Donc, mi-juin, fin juillet, c'est vraiment la période la plus critique. On peut réduire un peu les arrosages du gazon, là, toujours en faisant attention non pas de brûler le gazon non plus. Là, il faut trouver le bon équilibre. Là. En fait, si tu arroses le jour, le matin, plutôt que ça le change soir, rien, ça change rien sur ton sol. Puis vraiment d'éteindre des lumières, là, vous allez pas moins avoir de poc dans les fenêtres. Là. Mais les gens qui allument leurs lumières, là, il y en a qui c'est à Giorgio, là, c'est incroyablement éclairé. Ben là, ils attirent beaucoup. Là. Ouais. Donc, dans la période de ponte, là, mi-juin, fin juillet, on évite trop. De toute façon, on regarde, la durée du jour est très longue, donc on met juste une petite lumière de sécurité, ça suffit. Puis ça vient de s'éteindre, c'est ça. Oui. Alors, quelles sont les autres stratégies? Est-ce qu'il y en a pour contrôler les vers blancs? Ben, on ramasse et on détruit les larves lors des travaux du sol, quand on prépare le sol. Oh, et c'est plaisant d'écraser ça, ça fait clouch. Oh oui, oui, j'adore ça, sous la botte, mais pas sous le pied. Non, c'est ça. On peut introduire des nématodes parasites dans le sol. Des nématodes, on achète ça? On achète ça, donc, mais il faut les faire au bon moment et dans les bonnes conditions. La température du sol est importante, l'humidité et le nombre d'applications. Donc, chaque produit est différent, il faut bien lire les étiquettes. Okay. Il faut que la température du sol soit à un certain niveau. Trop tôt, ça ne sert à rien. Les nématodes ne vont pas se développer. Tout simplement, c'est que les nématodes vont aller pirater, parasiter les larves, ça va les faire mourir. Et puis aussi, il y a la présence des oiseaux qui se nourrissent de vers blanc, parce qu'ils se nourrissent de vers blanc, donc les oiseaux font moins de dégâts que les moufettes. Je pense que oui. Fait que si vous avez des oiseaux, si vous attirez les oiseaux, on sait qu'on peut, dans un jardin, ici on a des voisins qui n'ont pas d'arbres, qui n'ont pas du tout d'arbres dans leur terrain, qui n'ont presque pas d'oiseaux. Et nous, on a beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes. Et on a du cardinal, des bruants, du junco, des chardonnerets, des pics, on a tout là. Oui, et donc tout ça... Ça nettoie. Ça nettoie et ça favorise un équilibre. Ça nettoie pas tout, mais ça favorise un équilibre. Ça en fait un petit bout. Que tu n'as pas à ramasser puis à sortir ton fusil d'assaut puis tout ce que tu voudras pour les détruire. L'équilibre. Ben, voilà qui complète notre visite dans l'insectarium personnel. Parce qu'il y en a de la vie quand même. Oui, il y a de la vie, mais c'est de trouver l'équilibre dans tout ça. Voilà. Alors, vous allez sur la page radiolégumes.com. Vous pouvez cliquer sur « Subscribe » et retrouver d'autres parutions. Faire le suivi, en fait. Et voir tous les balados qui sont déjà en ligne. On en a plus de 50. Oui. Bon, voilà. Alors, merci beaucoup à Garant, à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, à son frère Charles pour l'assistance technique.
Bertrand Dumont, Oui. c'était quand même le fun. Comme sujet. Mais malgré le sujet, c'était le fun. Mais il faut le savoir. Faut le savoir. Ça fait partie des joies du jardinage. Je vais faire une petite série qui s'en vient là, sur les insectes et les maladies. Là, on a rajouté ça cette année, donc ça fait partie. Oui. Eh bien, tout le monde, portez-vous bien. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.